Cette volonté de faire culpabiliser le blanc est quelque chose qui est très troublant. Et puis on marche. Combien de nos hommes politiques, ou voire de nos chefs religieux, ont demandé pardon? Pardon de choses que personne de leur génération n'avait faites. Il faut arrêter de croire qu'on porte les péchés du monde. Là, de nouveau, c'est de la déchristianisation frappante. C'est pas nous qui portons les péchés du monde. Nous devons juste essayer de ne pas continuer d'en faire. Il faut culpabiliser. Si on vous culpabilise, vous êtes affaibli. Si vous êtes affaibli, vous perdez. Il y a donc une recherche de pouvoir pour détruire l'Occident, ça j'en suis sûre. Bonjour Madame Suzette Sandeau. Bonjour Madame, quel plaisir de vous rencontrer. Également pour moi, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour cette interview. Vous êtes titulaire d'un doctorat de droit. Vous avez consacré 16 ans à l'enseignement de cette discipline à l'Université de Lausanne, en Suisse. Votre parcours professionnel dépasse les frontières de l'académie. Cependant, vous avez marqué le journalisme par votre plume aiguisée en qualité de chroniqueuse et de commentatrice. Et par ailleurs, votre engagement dans la sphère politique est notable. Vous avez représenté vos concitoyens pendant 5 ans au Parlement du canton de Vaud, avant de vous illustrer pendant 7 ans au Conseil national, qui est l'une des 2 chambres du Parlement suisse. On va aujourd'hui parler de racisme systémique, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. J'aimerais déterminer avec vous si les Français sont racistes, parce qu'on entend souvent dire aujourd'hui dans les médias que les personnes en France qui soutiennent des politiques d'immigration spécifiques ou qui expriment des réserves quant à certains mouvements sociaux et à certaines idéologies en vogue, qui sont liées notamment au concept woke, seraient motivées par des préjugés raciaux. J'aimerais chercher à comprendre avec vous si ces personnes, elles soulèvent des questions qui sont légitimes, qui sont liées à des enjeux sociétaux qui sont réels, ou si elles se fourvoient complètement dans leur analyse et qu'elles sont simplement la preuve que le racisme systémique existe en France. Est-ce que la gauche, qui souhaite toujours plus de multilatéralisme, de progressisme, a raison de dire que la droite est intolérante lorsqu'elle demande des politiques migratoires plus strictes ou qu'elle s'oppose aux idéologies woke? Donc pour comprendre cette problématique de façon un petit peu générale, je vais vous poser une question tout d'abord sur l'OQTF, donc qui est l'obligation de quitter le territoire français, qui fait l'objet de polémiques récurrentes, on le sait en France, notamment en ce qui concerne son taux d'application réel. Cette mesure d'expulsion a notamment visé la principale suspecte du meurtre de la petite Lola, le terroriste islamiste qui a assassiné le professeur Bernard en octobre, ou plus récemment encore les auteurs de viols commis en France sur des jeunes femmes. Certaines personnes soutiennent que ces crimes se sont produits parce que les mesures d'expulsion sont insuffisantes en France. J'aimerais votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez de l'OQTF? Est-ce qu'il faut le renforcer? Alors, si vous permettez, il faut quand même que je réponde un peu à l'ensemble, parce que j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous avons exactement les mêmes accusations en Suisse que celles que vous déplorez en France. On lit constamment dans les journaux que les Suisses sont épouvantablement racistes, que notre police est raciste à n'en plus pouvoir. Et la police est cantonale, mais donc par canton, si par hasard il y a une fois ou l'autre une arrestation d'une personne qui ne serait pas d'origine européenne évidente, alors on dit tout de suite racisme et racisme systémique. Et nous avons une commission fédérale contre le racisme qui contribue largement à favoriser le racisme. À mon avis, à force de chercher où il peut y avoir du racisme, dans le simple fait peut-être de sourire à un bébé d'une couleur un peu différente du sien, parce qu'il est adorable. Mais ça déjà, ça pourrait être pris pour du racisme. Alors si ça peut vous rassurer, l'esprit général dont vous avez parlé avant d'en arriver à la question précise à laquelle je répondrai d'ailleurs, est exactement le même en Suisse qu'en France. Nous sommes épouvantablement, paraît-il, racistes. C'est un racisme systémique, bien qu'on n'ait pas été un pays colonialiste. Parce qu'évidemment, cette particularité accentue probablement encore les accusations qui sont portées en France contre les Français. Alors, pour répondre à votre question, comment dirais-je, renvoie des personnes étrangères qui ont commis un acte délictuel, c'est ça en fait. Oui, tout Alors à fait. nous avons donc exactement le même problème en Suisse. Et peut-être, non, vous ne l'aurez pas lu parce que ça concerne strictement une affaire suisse, mais nous avons eu cette prise d'otage dans un train qui s'est terminée
par là. Malheureusement, je dirais la mort du preneur d'otages. Je dis malheureusement parce qu'au fait, on ne pourra jamais savoir quels étaient les motifs. Et ça, c'est au fond, indépendamment du fait qu'une mort est toujours quelque chose de terrible, ça reste une personne, quelle que soit la cause de sa mort, mais on ne pourra jamais savoir sa motivation. Ça ne nous avance pas à grand-chose. Alors quelquefois, ça rassure selon le genre de preneur d'otages que c'est. Mais du fait de cette prise d'otage, immédiatement, un certain nombre de politiciens ont dit mais il faut absolument renvoyer systématiquement à l'étranger, dans leur pays, toutes les personnes qui demandent l'asile et qui commettent un acte pénalement répréhensible, peut-être même avant la condamnation pour certains. D'autres disent il faudrait au moins attendre puisqu'il y a une présomption d'innocence. Là, il y a encore une discussion sur le sujet. Alors, j'ai abordé la réponse, je ne l'ai pas faite de façon convaincante, mais je peux ajouter encore un peu. Un des problèmes, et je ne sais pas du tout si la France se heurte au même problème, mais c'est l'impossibilité, dans un certain nombre de cas, de renvoyer une personne dans son pays. Pour deux raisons. C'est que le pays ne veut en tout cas pas reprendre ses pauvres, mais il ne veut pas non plus reprendre forcément ses repris de justice. Parce qu'après tout, ça n'est pas forcément intéressant de reprendre quelqu'un qui a montré qu'elle accomplissait facilement des actes pénalement répréhensibles. Donc, comment résoudre le problème? Et nous nous heurtons aussi à des difficultés, peut-être que la France les connaît, lorsqu'il s'agit simplement de mettre dans un avion, pour les renvoyer chez elles, des personnes qui devraient être renvoyées chez elles, notamment pour des motifs de condamnation pénale. Tombe malade, il y a des problèmes. On est accusé en Suisse, je peux vous dire, d'être monstrueux, de ne pas du tout avoir de pensée altruiste ou comment dirais-je, généreuse et humaniste à l'égard de ces personnes. Donc, l'atmosphère, je peux vous le dire, est la même. Hein. J'ai mal répondu peut-être ? Ou est-ce que ça rejoint un peu votre problématique? Non, c'est très clair. Ce que je comprends, en fait, c'est que d'un côté, on a des personnes qui vont exagérer quand elles disent qu'il faut absolument pas toucher aux politiques migratoires, les renforcer, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes en France. Mais d'un autre, il y a des personnes qui vont aussi aller à l'extrême et qui veulent fermer les frontières. Là, on peut peut-être éventuellement parler de racistes quand il y a des personnes qui veulent pas du tout entendre parler de l'étranger, de l'autre, de la différence. Alors, je ne sais pas si c'est aussi fort que cela. Mais c'est vrai que nous avons quand même une proportion en Suisse de personnes réfugiées qui est considérable. Et puis, un des problèmes auxquels nous nous heurtons aussi, c'est de pouvoir les localiser, la localisation de ces personnes. Et là, nous avons certainement une cause de difficulté qui est peut-être encore différente de la vôtre. Vous avez un problème, si j'ai bien compris, en France, notamment du fait que ces personnes sont souvent groupées dans des quartiers de grandes villes. Hein. Alors, nous n'avons pas de très grandes villes, ce qui peut être un avantage, et on groupe assez peu dans des quartiers, quoique on puisse déjà remarquer cette tendance pour de multiples raisons qui se comprennent, sur lesquelles on reviendra probablement. Mais d'autre part, quand vous mettez dans un petit village de 500 habitants, 400, 450, 500 personnes d'une toute autre culture, vous ne pouvez presque pas éviter un sentiment de crainte, d'autant que, et c'est très compréhensible aussi, un certain nombre de ces personnes réfugiées ou qui demandent l'asile ont vécu des épreuves terribles avant d'arriver dans un de nos pays. Donc, qu'elles soient traumatisées psychologiquement, on ne peut que le comprendre. Et quand on voit que chez nous, et je crois que c'est la même chose chez vous, peut-être n'est-ce pas la même chose, dès qu'il y a un événement particulier un peu lourd, un décès brusque, un incendie ou que sais-je, il y a pour les personnes de l'endroit des cellules de crise qui sont mises sur pied pour essayer d'éviter tout de suite les conséquences psychologiques de ces chocs. On a eu une cellule de crise sitôt après la prise d'otage du train qui a eu lieu il y a maintenant une semaine. Alors peut-être qu'on devrait prévoir plus de cellules de crise quand on a des personnes qui arrivent comme futurs réfugiés ou même requérants d'asile qui seront même renvoyés chez eux. Mais est-ce qu'il faudrait, mais qu'est-ce que ça coûte? Il faut y penser aussi. Est-ce qu'il faudrait essayer de les entourer un peu plus psychologiquement? Alors l'autre jour, dans une émission de radio, une personne évoquait très justement le fait que, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, en tous les cas, il y a toujours au moins 40 jours avant que l'on puisse prendre une décision concernant un renvoi, parce que la personne ne remplit pas du tout les conditions d'un accueil,
ou la possibilité de le garder dans le pays, en tout cas un certain temps, ou que sais-je. Et c'est vrai que cette période est longue pour quelqu'un qui n'existe pas pendant ce délai-là. Et là, peut-être faudrait-il d'abord raccourcir cette période, mais la période est longue. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi tout de suite des menaces de recours si on prend une décision rapide. Parce que si vous prenez une décision rapide, vous n'avez donc pas, je mets entre guillemets, pesé suffisamment le pour et le contre. Donc, recours. Vous connaissez aussi la recourite peut-être en France. Mm-hmm. Donc, c'est facile de dire Eureka, ou fermer les frontières, non. Ou accueillir tout le monde, non. Mais j'aime mieux être à ma place qu'à la place des autorités qui doivent prendre certaines décisions. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les autorités en France sont plutôt critiquées par rapport aux décisions qui ont été récemment prises. Selon la journaliste pour Blast, Pamela Moritz, le débat public est saturé depuis des années par ces questions migratoires et elles sont le plus souvent abordées à travers un prisme anxiogène, selon elle, qui ne reflèterait pas la réalité des mouvements migratoires en France. Elle dit encore que le projet de loi sur l'immigration qui a été adopté en décembre par l'Assemblée nationale flirte avec des projets très sombres de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'elle exagère? Est-ce que l'immigration incontrôlée présente des risques réels? Ou est-ce que le durcissement de la politique migratoire récemment survenu est simplement le fait du racisme systémique qui règne en France et qui doit être absolument combattu? Mais non, justement, on en revient toujours, tant chez vous que chez nous, je l'ai dit au début, à l'idée de ce racisme systémique, sans vouloir admettre que, d'abord, le racisme est, hélas, un sentiment profondément humain, contre lequel il vaut mieux essayer de lutter, mais on ne peut lutter contre le racisme qu'à titre personnel, contre sa propre tendance. Vous ne pouvez pas lutter contre le racisme simplement par des lois. C'est hors de question. Et d'ailleurs, probablement que les lois les plus bêtes, en tout cas chez nous, une des lois que je considère comme les plus bêtes, c'est celle qui punit l'appel à la haine contre telle race, etc. Pourquoi? Parce qu'on devrait dire l'appel à la haine contre toute personne est interdit. Point. Mais à partir du moment où ça c'est interdit, mais seulement par rapport à une telle personne d'une autre race, d'une autre religion éventuellement, alors excusez-moi, ça veut dire que quand ça ne tombe pas dans l'énoncé limitatif, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est tellement ignorant de la nature humaine. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre que des êtres intelligents puissent écrire des choses aussi bêtes. Et je peux vous dire en passant que j'étais au Conseil national, donc l'une des deux chambres fédérales, hein, quand on a commencé à discuter de cette loi idiote, à mon avis, contre le racisme, etc., parce qu'on y a ajouté l'homophobie, chaque fois qu'il y avait quelque chose de particulier, on ajoutait la liste des interdits d'appeler à la haine. Je leur ai dit, mais faites un article où vous dites c'est interdit d'appeler à la haine contre une personne. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. Ça aurait été beaucoup trop simple et peut-être juste. Alors écoutez, évitons surtout dans la loi de mettre ce qui pourrait être juste. Comme juriste, je respecte la loi. Mais comme parlementaire, j'ai vu comment elle était élaborée. Ça aide beaucoup à la compréhension de sa portée. Comment vous expliquez cet aveuglement des autorités qui multiplient des injonctions, qui multiplient des lois qui visent et ciblent spécifiquement des haines spécifiques? Comment vous expliquez qu'on n'a pas ce bon sens de se dire une bonne fois pour toutes, enseignons les valeurs à l'école ou bien transmettons aux enfants les valeurs chrétiennes qu'on n'a plus aujourd'hui, mais d'une autre façon? Comment ça se fait que c'est devenu si compliqué? Alors, la disparition de l'enseignement des valeurs est quelque chose de très troublant. On n'arrête pas d'apprendre aux enfants disons la liste des droits de l'homme, mais c'est toujours sont des droits. Là. Vous n'avez en fait jamais une obligation de fidélité, une obligation de respect, etc. Ce ne sont pas les obligations qu'on enseigne, ce sont les droits. Parce que ce sont les droits qui sont démocratiques, ce sont les droits qui ont été acquis, c'est vrai, dans un certain nombre de cas, où ils ne le sont même pas encore toujours dans tous les pays, au prix de lutte, incontestablement, mais ce sont les droits qui ont été acquis. Et au fond, comment dirais-je, non pas l'obéissance, mais le respect, tout ce qui correspond aux obligations des valeurs ne sont pas enseignés, parce qu'elles ne peuvent pas être acquises ni politiquement, ni à la force du poignet. Alors qu'il faut évidemment enseigner ce que l'on a pu acquérir. Enfin, quand je dis qu'il faut, il est normal qu'on les connaisse, mais il devrait chaque fois y avoir le pendant des obligations. Et ça, c'est l'aspect valeurs bourgeoises, vous comprenez, ces valeurs bourgeoises,
complètement démodé, naturellement. Comment vous expliquez qu'on veuille faire table rase de ces valeurs bourgeoises? Je suis très troublée par la perte par la déchristianisation de notre société. Je n'arrive pas très bien à la comprendre, cette déchristianisation, parce que, bon, c'est vrai que les églises officielles, quelles qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient orthodoxes, toute église est une création humaine comme institution. Et que les églises ne se sont pas conduites autrement que les humains la plupart du temps. Et que dès lors, il était facile de reprocher aux églises de faire faux, en disant c'est à cause du christianisme notamment que vous faites faux. Alors que, comme disait votre ancien immortel Caillois, il faut pas tirer argument contre la doctrine des faiblesses de ses fidèles. Et on n'arrête pas de tirer argument contre le christianisme des faiblesses de ses fidèles. Et évidemment, ça rend service parce que ça permet de politiser. Et politiser permet d'exercer un pouvoir. La politique est une recherche de pouvoir en partie. Par conséquent, il y a toujours une recherche de pouvoir. Il y a toujours un goût, c'est normal, c'est humain, pour le pouvoir. Or, précisément, le christianisme essaierait de montrer que le pouvoir n'est pas la fin en soi. Mais si vous me lancez sur le sujet, alors j'aurai de la peine à m'arrêter. Oui, on risque de sortir du sujet aussi, mais c'est très intéressant. On vous réinvitera pour peut-être pour parler uniquement de ça. Toujours sur Blast, mais c'est également le cas pour d'autres médias plutôt de gauche, on a entendu parler de législation xénophobe, qui aurait pour conséquence de marginaliser des exilés qui sont victimes de persécutions, de conflits violents. On met vraiment l'accent sur la souffrance en fait des migrants qui traversent la mer, qui arrivent en Italie, morts de faim. Quand on entend de tels propos, on est poussé à se demander si les Français favorables à une régulation des migrations ne sont pas tous intolérants et racistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous dis, nous vivons totalement le même mouvement. Parce que c'est ce goût de la culpabilisation du blanc si possible occidental et européen, qui s'est développé notamment avec le wokisme. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est vraiment la recherche de la lutte contre le pouvoir reproché aux blancs qui ne sont vraiment pas toujours, on ne sait pas toujours très bien conduits, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas quel est le pays, quel est l'État qui peut prétendre, quel est le peuple qui peut prétendre qu'il s'est toujours bien conduit. Là encore, si on avait simplement étudié quelquefois les anciens, on aurait vu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et cette incompétence totale de comprendre l'être humain, donc de se rendre compte qu'il n'est jamais ni tout bon ni tout mauvais, qu'il n'y a jamais une solution parfaite, et qu'on ne peut jamais ne voir qu'un aspect d'une personne parce qu'on l'a trahi. C'est quelque chose de très, très inquiétant parce que ça se développe. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça se développe, notamment à cause du formatage des cerveaux liés à la numérisation. La numérisation, incontestablement, est des énormes catastrophes et une des grandes menaces de notre époque. Tout simplement parce qu'au lieu d'utiliser une technique pour essayer de se libérer de certaines tâches trop pénibles, on l'utilise au fond pour formater les gens et pour exercer du pouvoir. La numérisation est un des arts de prendre le pouvoir. Et le pouvoir reste la grande attraction pour l'être humain. Donc, quand on dit si vous n'accueillez pas, etc., vous êtes donc des sans-cœurs. Mais c'est tellement facile de faire pleurer les gens dans les chaumières. Mais les personnes qui accueillent, il y a des personnes magnifiques en France aussi, qui accueillent chez elles et qui ont accueilli chez elles, par exemple, des personnes venues d'Ukraine, ou même aussi des réfugiés en disant on est disponible pour accueillir. Quelquefois, elles sont des saintes, à mon avis, mais d'autres fois aussi, ça n'a pas été possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faut aussi de la place. Et je ne sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous en Suisse, nous ne pouvons pas accueillir une personne réfugiée ou en demande d'asile chez un particulier s'il n'y a pas au moins 2 salles de bain. Alors, vous voyez, c'est vrai qu'il y a aussi certaines exigences par rapport à des personnes qui voudraient être réfugiées ou qui sont requérantes d'asile. Et
qui rendent une forme de générosité spontanée impossible. D'où une vexation, d'où le sentiment qu'on traite mieux la personne qui vient demander asile et qui n'a pas toujours un motif de persécution dans son pays. Et on la traite mieux que les autochtones. Et quand nous lisons, je ne sais pas si vous lisez la même chose en France, mais qu'en tout cas on ne peut pas loger momentanément des requérants d'asile ou des personnes, des réfugiés qui arrivent dans des abris anti-atomiques ou que sais-je, parce que c'est pas assez bien. Mais excusez-moi, si on peut déjà les loger là en attendant de trouver mieux, mais non, c'est le même problème que vous avez en France. On a 65% des Français qui veulent la suppression du droit du sol. La gauche sans frontiériste, pour sa part, soutient que les frontières, elles perpétuent un système mondial qui est injuste, où les opportunités de vie, elles dépendent largement du lieu de naissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout à fait opposée au principe du droit du sol. On n'a pas le droit du sol en Suisse. Et je pense que le droit du sol est un droit qui a été imaginé à une époque où il fallait peupler les pays qui n'étaient pas très peuplés. Vous avez le droit du sol aux États-Unis, par exemple. Alors tant mieux, parce qu'on a besoin de personnes et on a besoin de les attacher au pays, donc le droit du sol le permet. Je pense que dans la mesure où on veut constituer une patrie, ça n'est pas le droit du sol, ça sera le droit d'acquisition de la nationalité ou de la transmission par le sang. Et c'est fondamentalement différent, parce que même si on ne peut pas dire que toutes les personnes qui sont devenues, qui ont acquis une nationalité par le sang sont des patriotes, etc., il y a néanmoins une sorte de continuité. Et c'est indispensable d'avoir une continuité aussi dans l'affection, dans la fidélité, dans l'envie de revenir, dans l'envie de défendre, ça, pas d'attaquer quelque chose d'autre. Je pense que le patriotisme est probablement le sentiment le plus pacifique, et que le patriotisme s'acquiert mieux encore par le droit du sang que par le droit du sol. Certes, le droit du sol, ça ne rime à rien, si, vous ne finissez pas par être complètement ancré dans le pays où vous êtes né. Mais le hasard du droit du sol est au fond ce qui permet le mieux à quelqu'un de ne pas se sentir une obligation de fidélité à l'égard d'une communauté. Et au fond, alors, supprimer le droit du sol, c'est peut-être demander avec des motivations qui ne sont pas toujours très élevées ou que sais-je, mais si on veut bien poser la problématique fondamentale, le droit du sol ne présente un intérêt que pour peupler un pays. Vous pensez que c'est le cas en France, par exemple? L'intérêt du droit du sol, c'est de justement peupler la France? Alors je me demande si à l'origine... Puis évidemment, il faut se rendre compte que la France s'est constituée peut-être plus autour des grands domaines. Si vous voyez, c'était quand même toujours la lutte entre les comtés, les rois... Toutes ces luttes, au fond, locales, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais c'était toujours pour sa terre, pour son domaine, etc. Alors on avait l'intérêt peut-être à avoir le plus grand nombre de soldats possible. C'était peut-être surtout pour... Est-ce qu'il y a un moment où le droit du sol ne bénéficiait qu'aux hommes? C'est bien possible. Est-ce que les femmes avaient un rôle quelconque à jouer quand il s'agissait de la nationalité? Je suis pas certaine, sauf peut-être pour transmettre leur terre quand elles se mariaient, par succession. Donc, ça serait intéressant. Je n'ai pas fait cette étude, mais pour moi, il doit y avoir un lien entre le principe du droit du sol et la nécessité d'avoir des gens sur ce territoire. Alors que c'est vrai que quand vous avez une population qui est principalement agricole, et je pense que c'était quand même le cas par exemple en Suisse, il faut que des personnes soient attachées à la terre. Le droit de la nationalité transmis par le sang, il y a quelque chose de plus profond. Vous avez entendu parler de la théorie du grand remplacement. Il y a des gens d'extrême droite qui soutiennent que le droit du sol a été mis en place en France justement pour recréer une France qui ne serait plus du tout peuplée de Français. C'est une théorie complotiste, mais je ne sais pas si vous avez une opinion. Non, alors je n'ai pas. Non, je reconnais que ça ne me parle pas. Mais créer le droit du sol pour que ça soit des Français... Je comprends pas très bien le raisonnement, excusez-moi. Le but serait que tous les gens qui viennent ici en France et avec des enfants qui naissent sur le sol français, sur le territoire français, deviennent automatiquement français. Oui, ça, d'accord. Et le but serait de remplacer progressivement les Français par des gens d'autres pays, en fait. De favoriser, en fait, une nouvelle nation française. Alors, donc, c'est intéressant parce que c'est bien dans le but de créer une population. Donc, on retrouve, au fond, cette idée. Le droit du sol permet de créer une population. Alors, moi, je suis convaincue qu'à l'origine, c'était pour avoir des guerriers. On voulait surtout des hommes.
Et on avait besoin, peut-être que l'Ukraine va créer le droit du sol pour pouvoir retrouver quelques hommes, mais vous voyez, c'est quand même la même idée pour créer une population. Alors pourquoi créer une population? Peut-être pour avoir des agriculteurs, peut-être pour avoir des guerriers, peut-être simplement pour avoir des personnes qui pourraient écarter les vieux autochtones d'extrême droite. Mais c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Simplement, à l'origine, c'était pas pour écarter, c'était pour en avoir plus. Mais là, c'est pour en avoir plus pour écarter. Pour l'emporter sur, si j'ai bien compris, alors le raisonnement. Ouais, je crois que c'est ça le raisonnement. Après, c'est très critiqué dans les médias maintenant, cette théorie. Mais elle a été évoquée par le passé. Mais oui. Le droit du sol, à mon avis, crée des populations bellicistes. En tout cas, la droite, elle reproche aux lois progressistes sur l'immigration la destruction des valeurs françaises, le risque de multiplication de cités avec des zones de non-droit, l'augmentation du trafic de drogue, la prostitution, des violences de gang. Est-ce que vous pensez que ces craintes, elles sont justifiées? Alors, elle est partiellement justifiée, non pas parce que toutes les personnes qui viennent de l'étranger sont des monstres, hein, c'est pas du tout. Seulement, compte tenu des difficultés qu'il y a, malgré tout, à les accueillir, à les loger, à leur trouver du travail, etc., il va se développer des recherches de petits boulots. Et le deal est un petit boulot très recherché. Chez nous, en Suisse, c'est vraiment, et notamment en Suisse romande, hein, c'est l'horreur. Vous vous promenez le soir en ville, vous avez, ce sont presque toujours des Africains, mais tous les 10 mètres, un Africain dont on sait très bien qu'il deal. Tout à fait. Alors, quand on est une vieille dame dans mon cas, on n'est pas du tout menacé, parce qu'ils savent que c'est trop tard. J'ai peut-être pas l'air d'être complètement shooté. Et puis, ils n'ont pas intérêt à attaquer pour se faire remarquer. Mais on sait pertinemment, il y en a tous les 10 mètres, je vois certains quartiers, c'est très désagréable quand même. Mais on nous dit c'est la seule manière pour eux de gagner leur vie, de gagner quelque chose, parce que sans ça, ils ne peuvent pas tout de suite travailler d'une part, ils n'ont pas tout de suite un permis de travail, ils sont quelquefois dans l'attente d'une décision, ou bien ils ont envie de trouver un travail qui rapporte un peu plus, etc. Donc je suis bien convaincue que l'augmentation de l'influence de la drogue est en relation avec l'augmentation du nombre de requérants d'asile et de réfugiés. Et encore une fois, il s'agit pas de dire ils sont pires, hein, mais c'est la vie. C'est la vie. Vous cherchez quelquefois à vous en sortir. Tout le monde ne cherche pas forcément de s'en sortir en priant. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de maires de villes françaises qui soulignent que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que les jeunes dealers ne sont pas réprimandés quand ils rentrent à la maison le soir. Au contraire, en fait, c'est des jeunes qui ramènent de l'argent à leurs propres parents, qui étaient eux-mêmes par le passé dans le trafic de drogue. Enfin, ils soulignent vraiment que c'est quelque chose qui se transmet malheureusement dans les générations de réfugiés. Ah, je le crois volontiers. Alors, je ne sais pas si vous avez ce problème, mais qui est absolument exaspérant, la mendicité. Alors, la mendicité ne débouche pas directement sur de la violence, peut-être que ça débouche sur de la violence. Dans un grand pays comme la France, vous avez encore une fois, des cités qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Vous avez des accumulations d'habitants qui sont plus centrées, plus importantes que dans notre pays, parce qu'on ne peut pas comparer Genève à Paris. Même si Genève est la ville internationale, Lausanne, on n'en parle même pas. Mais donc, il y a toujours des risques de violence d'autant plus grands que, l'ensemble de la population groupée est plus importante. Et puis, comme on veut essayer de ne pas miter toute la campagne, je pense que c'est le même problème en France, on crée de la densification. Quand vous densifiez, vous réunissez plus de personnes sur un plus petit espace. Et c'est bien connu que plus les personnes sont serrées sur un même espace, plus ce sera difficile qu'elles soient toujours de bonne humeur, dirais-je, de manière allégée. Ça exacerbe sûrement des conflits. Oui, tout à fait. Là, il y a un problème qui est purement pratique. Hein. Alors on dit, on est trop nombreux sur Terre. Bon, c'est très joli. Vous faites comment pour qu'on soit moins nombreux? Vous en tuez un certain nombre? Alors c'est vrai que malheureusement, les guerres ont tué un certain nombre, mais comment voulez-vous faire? Alors, la limitation du nombre de naissances va mettre évidemment assurer une diminution de la population mondiale, mais ce seront les pays occidentaux qui vont disparaître, ou en tout cas devenir tout à fait minoritaires, parce que on ne peut rien faire.
Je ne crois pas qu'on puisse encourager les naissances actuellement, notamment, en entretenant ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos du bourquisme, je crois, l'esprit de peur. On essaie de nous faire peur surtout. Peur à cause du réchauffement climatique, peur à cause de la pollution, peur à cause d'éventuelles maladies, peur à cause des étrangers qui arrivent, etc. Est-ce que vous trouvez un langage officiel qui ne parle pas d'une menace? Et la peur est ce qui permet d'exercer le pouvoir. Mmh. C'était le cas avec les religions peut-être par le passé, comme certains le soulignent aujourd'hui. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas avec d'autres principes et un autre système de pensée qui est relié à la politique plutôt. Mais les religions ne recourent pas à d'autres moyens quand il s'agit simplement de l'aspect humain réaliste du pouvoir que n'importe quelle recherche de pouvoir. Il n'y a pas de doute. Et alors l'avantage de la religion sur la recherche laïque, dirais-je, de pouvoir, mais attendez, je suis pas en train de défendre la laïcité non plus, mais l'avantage c'est que vous le faites au nom de la vérité. Donc on n'a pas le droit de dire non, parce que vous pouvez pas refuser la vérité. Et c'est bien là que c'est ce qu'on peut reprocher à l'Église, comme d'ailleurs au djihadisme, comme à tout mouvement religieux, je dirais extrémiste. Ça, c'est la pire des choses. Et mêler la religion à la politique, à mon avis, c'est la pire des choses que l'on puisse faire. Et malheureusement, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, comme les églises ont malheureusement un peu raté la transmission des valeurs, elles croient qu'elles vont transmettre des valeurs en organisant des journées écologiques. Enfin, vous voyez. Oui. Dieu, Père des marguerites, des vers de terre et des fourbes rouges. Qui n'a pas vraiment à voir avec la protection de l'environnement telle qu'elle est peut-être évoquée dans la Bible, mais là c'est devenu vraiment une idéologie. Oui, puis si l'Église enseigne le respect de la création, parce qu'après tout c'est quand même quelque chose qui nous a été donné, et le respect des personnes, mais qui est pas toujours facile. C'est au fond très embêtant d'enseigner ça. C'est beaucoup plus facile d'enseigner révoltez-vous, cassez, tapez. Ça c'est sympathique, il y a de l'ambiance. Oui, justement, vous avez critiqué dans vos interventions des mouvements de révolte comme Black Lives Matter pour leur tendance, selon vous, à généraliser l'incrimination des Blancs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors c'est incontestable que l'Occident a quand même aussi prétendu qu'il était le meilleur. Ça, il n'y a pas de doute, nous n'avons pas péché que par modestie. Donc il y a toujours la revanche. Et il est vrai que toute life importe et qu'on a tout de suite le sentiment, puisque très souvent dans un pays, dans les pays occidentaux, occupés quand même en majorité par des blancs, disons-le, on peut bien reconnaître quelquefois la couleur de la peau et on ne doit pas parler de race, mais néanmoins il y a une apparence occidentale, si j'ose dire. Donc on ne peut pas ne pas remarquer l'existence de personnes qui ne sont pas tout à fait les mêmes physiquement. C'est plus ce qu'on doit dire de nos jours. Donc comme ces personnes arrivent dans des pays à dominance européenne, disons des choses comme ça, et que souvent elles ont quand même des problèmes de vie parce qu'elles n'ont pas encore de travail, parce qu'elles ne savent pas que faire, parce qu'elles sont quand même très traumatisées par ce qu'elles ont vécu, etc. Elles représentent en proportion un plus grand nombre de personnes qui posent des problèmes à la police. Donc, parce que la police est aussi humaine, elle va quelquefois présumer que c'est en effet un acte malhonnête qui aura été accompli par une personne d'une autre ethnie, ou je sais plus ce qu'il faut dire, encore une fois. Donc là encore, c'est totalement humain. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde tous les Européens, tous les Blancs sont des affreux, etc. Et que par principe, ils considèrent que les non-Blancs n'ont pas d'âme et ont des vies qui n'ont pas de valeur. C'est de nouveau cette généralisation, mais ce désir de démolir, ce désir de détruire le pouvoir. C'est vrai qu'à un certain moment, la société occidentale a eu par rapport au reste du monde, disons les choses. Mais c'est vrai que la colonisation se fait entre peuples de même race noirs ou entre peuples de même race indienne, etc. Excusez-moi, les guerres ont existé entre ces peuples-là avant qu'il y ait la colonisation et que les Blancs prennent un certain pouvoir. Mais maintenant, c'est la vengeance, c'est la volonté de détruire absolument. Alors ça, c'est une volonté manifeste et sur laquelle surfent les grandes âmes
qui estime qu'en effet, on doit se promener en demandant pardon, mea culpa, mea maxima culpa. Cette volonté de faire culpabiliser le blanc est quelque chose qui est très troublant. Et puis on marche. Combien de nos hommes politiques, ou voire de nos chefs religieux, ont demandé pardon? Pardon de choses que personne de leur génération n'avait faites. Il faut arrêter de croire qu'on porte les péchés du monde. Là, de nouveau, c'est de la déchristianisation frappante. C'est pas nous qui portons les péchés du monde. Nous devons juste essayer de ne pas continuer d'en faire. Mais on n'est pas porteur du péché du monde. Mais tout est lié. Tout est lié. La perte d'ailleurs de la connaissance des philosophes anciens, et des grands chrétiens et du christianisme en général, mais d'autres philosophies aussi, aboutit à une méconnaissance totale de l'être humain. Il y a une fois pour toutes des bons d'un côté, des méchants de l'autre. C'est tellement absurde et tellement triste. Mais vous voyez, je dis des bêtises presque. Le fait de classer en fait de manière très distincte les populations, d'opposer en fait le blanc, le noir d'un côté, les hommes, les femmes de l'autre, c'était quelque chose que préconisait, si je me souviens bien, déjà Lénine. Il avait remarqué qu'en fait c'était très important pour créer des tensions au sein des populations, d'opposer en fait. Évidemment, c'est une manière d'avoir le pouvoir. Parce que si les gens luttent les uns contre les autres, pendant ce temps vous prenez le pouvoir, en plus. C'est merveilleux. C'est merveilleux, ils n'ont qu'à s'entretuer. Pendant ce temps on prend le pouvoir. Enfin, je dis c'est merveilleux. Vous avez vu les guillemets, j'espère. Bien sûr. Mais vous voyez, Lénine n'était pas du tout crétin. Hein. Et il aimait le pouvoir. Oui, bien sûr. Il l'a obtenu et puis on sait ce à quoi ça a conduit. Donc il savait très bien comment faire pour l'avoir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là encore, on devrait peut-être étudier, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, sinon par la formation politique, mais l'étude du pouvoir, l'étude de la tentation du pouvoir, l'étude de la manière de l'obtenir, c'est fascinant. C'est fascinant. Et ça permet assez bien de déjouer certaines situations, mais ça ne permet pas forcément de les éviter, ni de les supprimer. Outre le pouvoir, vous avez souligné dans une discussion récente que ce wokisme servirait des objectifs économiques globalistes. Donc l'économie également peut être impactée par ça et que affaiblir la notion de nation peut favoriser les intérêts financiers des élites. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Oui, alors je crois fondamentalement que l'économie, sur laquelle je ne crache pas du tout, mais l'économie est par nature, par essence, non démocratique. Elle est par essence vraiment totalitaire. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin au fond de décisions centralisées qui peuvent s'exécuter rapidement. Elle doit souvent prendre des décisions rapides d'ailleurs en matière d'économie et il ne faut en tout cas pas qu'il y ait trop de personnes qui discutent avant de prendre une décision. La démocratie est incompatible avec l'économie. Lorsque cette économie devient globale, il y a à plus forte raison une concentration des pouvoirs. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est d'avoir énormément de consommateurs qui ne vont pas se révolter. Donc, pour qu'ils ne se révoltent pas, il faudra qu'ils aient de quoi manger, etc. C'est donc le développement du salaire minimum de base, hein, parce que ça permet déjà de tenir les gens tranquilles. Et puis, à ce moment-là, pour que vous puissiez exercer votre pouvoir économique, il faut que vous créiez des besoins. Donc, le citoyen devient strictement un consommateur. Il ne présente d'intérêt pour l'économie que s'il est un consommateur. Alors évidemment que dans la mesure où vous avez supprimé pratiquement les frontières, ou faites en sorte de les supprimer, vous favorisez cette globalisation de l'économie et ce développement d'une dictature économique. Et la dictature économique par la globalisation est évidemment celle qui ne s'occupe absolument pas de la communauté qui la concerne. On ne peut pas s'occuper du monde entier, c'est pas possible. Il y a donc plus d'esprit de responsabilité sociale de l'entreprise ou de l'économie de manière générale. Si vous voulez maintenir une responsabilité sociale de l'entreprise ou de l'économie, vous devez avoir des frontières. Je pense que l'État
patrie, il faudrait l'appeler l'État-patrie, on l'appelle l'État-nation pour des raisons pratiques, mais c'est l'État-patrie, est la seule forme de communauté qui permet de favoriser l'économie, parce qu'on la connaît, mais on la maintenant dans son sens de la responsabilité pour la communauté. Ce qui n'empêche pas les relations, parce que les États peuvent assurer des relations entre des économies qui doivent être conscientes de leur responsabilité sociale parce qu'elles sont d'abord au service d'une communauté. Ce qui, évidemment, ne correspond pas du tout à l'époque actuelle. Et alors, si vous arrivez à supprimer l'idée de nation, donc de patrie, c'est pas la même notion, hein, parce que c'est vrai que la nation implique une unité de langue et que n'a pas la patrie. La patrie n'implique pas l'unité de langue, elle implique la terre et la communauté, hein, c'est tout. Donc, un esprit très, de famille presque, hein. La notion de nation est déjà une notion qui est beaucoup plus messianique. Ça, c'est le problème éventuel, d'où la peur de la nation. Donc, on supprime les frontières parce qu'on veut supprimer les nations, et en supprimant les frontières, on favorise essentiellement l'économie. Et l'économie n'est pas intéressée par les personnes, elle est intéressée par les consommateurs. Et la meilleure façon d'avoir beaucoup de consommateurs et de créer des besoins, c'est d'avoir notamment la numérisation qui va uniformiser les besoins et qui permettra de les développer. Vous voyez, tout est tellement lié avec un développement actuel. Et alors, que fait le wokisme ou que font les mouvements généraux? Et ils détruisent le sentiment patriotique. Parce que le sentiment patriotique implique l'accueil chez soi. Si vous avez une patrie, c'est chez vous que vous allez accueillir. Et l'accueil chez soi oblige quand même à se demander jusqu'à quel point, dans une maison de 2 pièces, vous pouvez loger 30 personnes. Surtout si ces 30 personnes sont des personnes dont un certain nombre ne s'entendent pas les uns avec les autres, parce que c'est aussi le problème de l'accueil des réfugiés, des migrants, etc. C'est qu'entre eux, ils ne sont pas forcément toujours copains, dirais-je. Vous avez probablement en France, comme nous savons que nous l'avons en Suisse, certaines personnes provenant de certains pays qui ne veulent en tout cas pas être dans un bâtiment où il y a des personnes de telle ou telle ethnie, etc. Donc il faut faire attention, on ne peut pas les loger dans les mêmes complexes. C'est très compliqué. Mais évidemment, si vous détruisez ce qui fait la capacité d'accueillir, c'est-à-dire le sentiment d'être une communauté aimante, hein, eh ben, c'est merveilleux parce que vous assurez au fond le seul pouvoir universel qui est le pouvoir de l'économie, parce que tout le monde sait ce que veut dire manger, boire et dormir. Et donc vous réduisez les gens à l'état de consommateurs. Enfin, vous voyez, c'est assez conservateur. Mais je crois pas. Je ne crois pas d'ailleurs. Je prétends que la défense de certaines valeurs, ou simplement la recherche de certaines constantes humaines, c'est pas du tout conservateur, c'est tout à fait d'avant-garde, puisque précisément on les recherche parce que personne ne s'en occupe plus. Donc on fait quelque chose de nouveau. Donc vous n'êtes jamais plus d'avant-garde que quand vous êtes traité par les autres de conservateurs. Il faut le leur dire. C'est vous, les conservateurs rouillés. En tout cas, merci beaucoup, Madame Sando, de vous être positionnée sur ces questions d'actualité qui sont sujettes à débat. Je comprends que, selon vous, le racisme systémique, c'est une notion qui est un peu plus controversée qu'il n'y paraît. Est-ce que vous pensez, pour conclure, que ce terme est utilisé davantage pour discréditer des personnes qui, finalement, soulèvent des enjeux qui sont réels, qui sont cruciaux? Je pense qu'il est fait pour discréditer, au fond, tout ce qui représente les valeurs chrétiennes occidentales, parce qu'il y en a quand même eu, y compris la démocratie, qui est, ma foi, quand même plutôt une invention ou un régime dont les bases sont chrétiennes. La notion d'égalité, excusez-moi, des personnes, et pas des droits qui ne veut rien dire, parce que ce sont les personnes qui sont égales en valeur. Les droits, ce sont des créations humaines, hein. Le droit n'existe pas en dehors de la création humaine. Alors quand on parle du droit du vin, moi je dois dire que j'aime pas le terme de droit pour divin, parce que le droit c'est créé. Mais je pense que le but est précisément de faire disparaître
ce qui a été une civilisation occidentale conquérante. Alors si nous arrivons peut-être à nous, à reprendre confiance en nous, mais humilité, pas en demandant pardon, mais humilité en sachant pertinemment qu'on n'est pas meilleur que les autres, mais en recherchant des valeurs qui nous dépassent, alors je pense qu'on a une chance de survivre. Mais sans ça, c'est la fin de l'Empire occidental. On peut pas dire que les Français sont plus racistes que les autres, si je comprends bien. On est raciste. C'est un sentiment profondément humain. Ça ne veut pas dire qu'il soit bon. La haine est un sentiment profondément humain. On lutte contre les mauvais sentiments. Mais on est raciste. Parce qu'on remarque des différences. Et puis, de ces différences, on tire des conclusions négatives. Et c'est un raisonnement humainement courant contre lequel on a intérêt à lutter. Mais dire que les Français sont plus systémiquement racistes que n'importe quel autre peuple, y compris d'ailleurs ceux que je ne vais pas nommer, j'entends c'est stupide. C'est stupide. Mais en revanche, il y a une manière de ne pas vouloir reconnaître la problématique de mélange des civilisations dans une population qui est gravissime. Et c'est malheureusement une partie de la gauche, notamment, voudrait qu'on ne reconnaisse pas des différences difficiles à assimiler au sein d'une population. Il y a une vraie difficulté, ce qui ne veut pas dire qu'on doit détester les personnes qui sont différentes de soi. Mais il faut culpabiliser. Si on vous culpabilise, vous êtes affaibli. Si vous êtes affaibli, vous perdez. Il y a donc une recherche de pouvoir pour détruire l'Occident, ça j'en suis sûre. Merci beaucoup en tout cas Madame Sando de nous avoir éclairé sur ces questions. C'est vrai que quand on écoute les médias actuels, on a parfois un sentiment de culpabilité qui émerge, on se demande ce qu'on pourrait faire pour aider les autres. On est effectivement affaibli par ces pensées qui nous culpabilisent et qui nous poussent à nous demander qu'est-ce qu'on a fait en fait pour être aussi mauvais. Donc ça a permis d'amener un petit peu de rafraîchissement à ces questions de débat. Je vous remercie et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour parler davantage de ces questions un jour. En tout cas, merci et merci de votre confiance et au plaisir de vous revoir.